Jean-Frédéric Poisson, je vous laisse réagir, et notamment sur l'argument de dire oui, la société a évolué, il faut l'accepter. Ah oui, la société évolue. Mais la première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que forcément la loi a vocation à suivre et à s'adapter elle-même aux évolutions de la société? C'est moins que certain. Premièrement. Deuxièmement, on fait peu de cas de ce lien intime qu'il y a malgré tout entre le parent la fonction ou l'état biologique du parent et puis sa mission d'éducateur. Je pense moi que les pères sont un père irremplaçable, pour tous ceux d'entre nous qui ont connu la défaillance de leur père, quelle que soit la cause, ou la volonté personnelle ou les circonstances, on voit bien que quand on fait peu de cas de ce lien qu'il doit y avoir, idéalement bien sûr, entre le côté biologique et le côté éducatif, et quand on inscrit ce lien, cette dissociation dans la loi, alors je pense qu'il y a un danger pour les enfants. D'ailleurs, c'est ce que rappelait l'Académie de médecine hier, le fait de rupture considérer anthropologique, même si il n'y a pas, j'allais dire, assez de recul pour évoquer d'éventuelles conséquences. Oui, ni dans un cas ni dans l'autre du reste. Donc, comme oui, le principe de précaution devrait s'appliquer comme il s'applique pour les marguerites et les animaux. Oui. Ce qui est intéressant dans votre position, c'est que j'entends tout ce que vous dites, mais comment s'explique alors cette volonté de connaître malgré tout ses origines et comment se fait-il qu'en dépit de tout ce que vous dites sur l'importance du parent social, c'est ce qui n'est pas déprécier son acte en espèces, comment malgré cette importance est-ce que vous consacrez encore autant d'énergie à savoir d'où vous venez? Parce qu'en réalité, je ne parle pas, c'est pas un reproche, hein, c'est un constat. Et effectivement, à chaque fois que dans la vie d'une personne, le géniteur n'est pas présent, ou le père ou la mère d'ailleurs, hein, c'est pas un problème de sexe, eh bien cette absence est extrêmement durement ressentie. Donc je sais bien ce que sont les accidents de la vie, j'en ai moi aussi connu. Mon objection, elle ne consiste pas à dire il faut moralement porter un jugement. Non, c'est la force de la loi. C'est ça qui m'intéresse ici. Vous êtes avocate, j'étais législateur. Il y a un moment où la société traite les accidents de la vie comme elle le doit, avec la solidarité qu'elle doit à tous ceux qui la composent, très bien. Mais lorsque, dans la loi, avec sa force, on inscrit cette rupture de manière définitive, qu'on dit à un enfant dans ton état civil, tu as deux mères, ça n'est pas vrai. Il y a quelque chose de mensonger qu'il ne faut pas propager comme le modèle auquel on soumet d'une certaine manière l'enfant qui est concerné. Il y a quelque chose là qui ne peut pas être exact. Intéressant d'avoir votre avis. On ne peut pas se défaire de cette volonté de connaître son origine. Je comprends très bien. Et loin de moi de quelque critique que ce soit. Mais donc mon problème, c'est quand on inscrit, encore une fois, dans un texte législatif, la matérialisation de cette rupture jusque dans le livret d'état civil. Attention, l'état civil, c'est un acte administratif. Hein, j'ai été maire, donc je sais ce que c'est qu'un livret d'état civil, un livret de famille. J'ai marié suffisamment de gens dans ma vie pour savoir exactement à quoi ça ressemble et ce qu'il y a dedans. Il y a plus, simplement, que c'est plus qu'un papier. J'ai l'impression que je comprends bien. Pardon, vos interrogations sont davantage sur le plan juridique, presque administratif, que moral ou philosophique. Ça se rejoint, parce que il y a, dans la loi, il y a toujours deux aspects. Il y a la matière de la loi qui concerne les gens qui sont dans la situation qui est prévue par le champ de la loi. Le contrat de travail, ça concerne au premier chef les salariés. Mais quand on vote une loi sur le travail, d'une certaine manière, on dit quelque chose de tous les contrats, de la place du contrat dans la société, de ce que dire l'engagement, de la responsabilité, on dit tout ça. Il y a une force symbolique dans toutes les lois, et la force symbolique qui est dans cette loi, je pense, a quelque chose de néfaste pour les enfants à qui on dira la société vous dit vous n'avez pas de père. C'est dangereux et c'est mensonger. Mais non, parce que le donneur n'est pas un père. Ah mais si. Mais non, le donneur n'est pas un père. Je suis désolée. C'est notre point de désaccord. Non, juridiquement, là pour le coup, là, je vous renvoie à l'article 311-19 du Code civil, qui dit qu'en aucun cas le donneur ne peut être reconnu comme étant un père sur le plan juridique. Le droit vous donne raison, mais oui, mais là on peut pour conclure, on peut dire que ce débat, et on l'annonce nous depuis ce matin, débat de tous les dangers, est-ce qu'il peut quand même se tenir dans une forme de sérénité? Est-ce qu'on peut respecter, j'allais dire, les deux arguments des deux côtés, ne pas faire des épouvantails d'un côté ou de l'autre? Je vais vous répondre à la fois, si vous permettez, sur le plan personnel et plus général. J'ai essayé pendant mes 2 mandats parlementaires d'être dans une attitude de respect systématique de mes contradicteurs. Donc je sais que c'est possible. Maintenant, il y a 2400 amendements. Ouais. Il y a un premier article qui concentre à lui tout seul 400 amendements sur les premières journées de débat. Ça va sans doute être un peu tendu, d'autant plus que les débats en commission ont été eux-mêmes assez vifs.
avec de la part des députés de la majorité d'En Marche une forme de mépris et d'arrogance qui n'est pas digne du mandat de parlementaire.